raconte. Christophe Ondelatte. Dans l'histoire que je vais vous raconter, pour identifier le cadavre d'un petit garçon de 10 ans qu'on a retrouvé égorgé, on l'embaume et on l'expose en public pendant des semaines et des semaines. Et les gens défilent, comme au spectacle. Il faut dire que c'est une affaire du milieu du 19e siècle, 1840. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire se déroule à La Villette, près de Paris. Pas à Paris, près de Paris. Car à l'époque où débute cette affaire, 1840, La Villette, célèbre aujourd'hui pour sa cité des sciences, est une ville à part entière. Elle n'a pas encore été avalée par la capitale. Et donc un matin de 1840, à La Villette, sur le port du canal, des mariniers voient une traînée de sang. C'est quoi ça? Ils la suivent. Et quelques mètres plus loin, au milieu d'une rigole boueuse, ils tombent sur un cadavre. Le cadavre d'un petit garçon qui doit avoir 10 ou 12 ans. Quelle horreur! Ils lui ont presque coupé la tête. Ils courent immédiatement prévenir le commissaire de police qui revient sur place avec eux. Ce n'est pas un pauvre, hein, ce gamin. Voyez comme il est habillé. Ses souliers, son pantalon. Ça n'est pas trop usé, tout ça. Effectivement, il porte une blouse brune en bon état. Un pantalon de drap gris qui a l'air neuf, ou presque. Et des souliers, ma foi, à peine usés. Mais attention, le gamin n'a pas du tout l'allure d'un petit bourgeois. Le commissaire pense plutôt à un fils d'ouvrier assez aisé. À part ça, le crime est d'une barbarie sans nom. Le petit a été égorgé et sa tête transpercée de plusieurs coups de couteau. Et le résultat, c'est que la tête est, pour ainsi dire, séparée du tronc. Et ce qui est touchant, c'est qu'il y a une toupie juste à côté de lui. Il jouait, ce gamin. Il était en train de jouer quand on l'a égorgé. Alors, qui est ce gosse? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on l'a égorgé? En 1840, pas facile de répondre à cette question. Il n'y a qu'une seule façon, une seule méthode. Bon, vous allez me le déposer dans une salle du bâtiment de l'octroi. Et on va proposer aux habitants de venir le visiter, qu'est-ce que vous voulez? On verra bien si quelqu'un le reconnaît. L'octroi, c'est une sorte de service des impôts. Drôle d'endroit pour exposer le cadavre d'un petit garçon. Mais les gens viennent voir, par dizaines, beaucoup par curiosité malsaine. Mais personne ne le reconnaît. Et vu la vitesse à laquelle il est en train de se décomposer, on ne va pas pouvoir l'exposer comme ça longtemps. Et donc le juge d'instruction prend une décision unique. Ça ne s'est jamais fait. Bien, écoutez, je vais ordonner qu'on procède à l'embaumement du corps. Comme ça, nous le conserverons en bon état et nous pourrons continuer de le montrer jusqu'à ce que nous ayons un nom. L'embaumement a lieu dans l'une des salles de la morgue. Une injection faite par les carotides. Ça ne prend qu'un quart d'heure. Et le corps du pauvre gamin est à nouveau exposé. Et le défilé des curieux reprend. Jusqu'à ce qu'un homme attire l'attention d'un policier chargé de la surveillance du cadavre. Monsieur, approchez, je vous prie. Monsieur, d'où vous viennent ces taches de sang là sur votre blouse? Ce sang?
Oh bah ça vient des blessures qu'on m'a fait aux mains. L'homme s'appelle Gabriel Loiseau. Il a 34 ans. Et il est ouvrier sur le port de la Villette. On lui demande où il était, ce qu'il faisait au moment du crime. Ses réponses sont floues. Alors les policiers vont perquisitionner chez son logeur. Rien de particulier. Une fausse piste, sans doute. Et les gens continuent de défiler par dizaines devant le cadavre. Et ça roucoule. Et ça commente à voix basse. Et soudain, un adolescent venu là comme les autres pour se rincer l'œil pousse un cri. « Mon Dieu, je le reconnais !» On se dit, ça y est, on va savoir qui c'est. L'adolescent qui est pensionnaire dans un lycée pas loin pense avoir reconnu un élève. Et puis finalement, non. L'élève en question est vivant et il n'a pas quitté le pensionnat. Et devant le cadavre, le défilé reprend. Pendant ce temps-là, sur les lieux du crime, les policiers ont collecté quelques indices. Il y a eu de l'orage, n'est-ce pas, hier soir. Et d'ailleurs, la terre est molle. Mais nous sommes d'accord, il n'y a pas d'empreinte de pas. En revanche, regardez bien. Nous avons ici le sillage régulier de 2 roues. Probablement une carriole. Et ici, voyez-vous, des traces de fer à cheval. Nombreuses. Et toutes identiques. Vous êtes d'accord? Un cheval a piétiné ici. Longtemps. Vous avez raison, commissaire. Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien que l'enfant est sans doute arrivé sur les lieux du crime en charrette, conduite possiblement par le meurtrier. On peut imaginer qu'à un moment, l'enfant est descendu, je ne sais pas, pour satisfaire quelques besoins dans le fossé. Et c'est là que l'autre sans doute l'a frappé. Le rapport d'autopsie aussi a livré des éléments intéressants. Je pense qu'au moment du crime, l'enfant était accroupi. Il était tout à son affaire. Ah bon? Et quelle affaire, docteur? Eh bien, il déféquait, monsieur le commissaire. Il déféquait. Et c'est à ce moment-là qu'il a été frappé. Par derrière. Au moyen d'un instrument aigu et contondant à la fois. Lequel a pénétré jusqu'à la cervelle en fracturant le crâne. L'enfant accroupi a eu à ce moment-là la force de se relever. Et c'est là qu'il a reçu le second coup qui l'a atteint près de la tempe. Il est tombé. Et l'assassin l'a achevé en lui coupant la gorge. Au même moment, une femme se présente au commissariat. Voilà, mon fils a disparu depuis quelques jours. Et je souhaiterais voir le corps que vous avez recueilli. Je vous en prie, madame. Allez-y, faites comme tous ces gens. C'est-à-dire que peut-être, vous pourriez leur demander de partir, que je sois seul, quoi. Au cas où. Accordé. Les policiers font évacuer la salle où est exposé le cadavre. Et ils font entrer la mère. Seule. Elle s'approche. Elle regarde longuement le petit corps. On voit qu'elle hésite, qu'elle n'est pas sûre. Et puis finalement, non. Ça n'est pas son fils. Ça fait maintenant 1 mois que tous les jours, des dizaines et des dizaines de personnes défilent devant le petit corps. L'embaumement est une réussite, il est parfaitement bien conservé. On dirait que le petit est mort hier. Deux mois après la découverte du cadavre, un charretier entre un peu par hasard à la mort. Et il se dit, je l'ai déjà vu, ce gamin.
Ainsi donc, vous le connaissez. Bon, c'est-à-dire, le connaître pas vraiment, mais je l'ai déjà vu. Avec ma charrette, je vais chercher des marchandises qui arrivent de Bourgogne par le canal. Et ce gamin-là, je suis sûr de l'avoir vu plusieurs fois jouer sur les bateaux. Jouer sur des péniches. C'est cela même, monsieur le juge. Et que disaient les bateliers propriétaires de ces péniches? Bah, rien. Ils parlaient avec lui, quoi. Ils avaient l'air de le connaître. Ce qui veut dire que peut-être l'enfant est arrivé à la Villette sur l'un de ces bateaux qui viennent par le canal livrer leurs marchandises dans la capitale. C'est une piste. Sauf que le charretier ne sait pas comment s'appellent les deux bateliers avec lesquels il a vu l'enfant. Mais il est capable de les décrire. Tellement bien que dès le lendemain matin, les policiers vont sur place, ils les retrouvent et ils les arrêtent tous les deux. Et voilà les deux oiseaux devant le juge. On nous a vus avec un enfant sur ce bateau, monsieur le juge. C'est ça que vous dites? Oui, c'est cela même. Et cet enfant est mort assassiné. Et vous pensez que c'est nous qu'on l'a tué? Un témoin vous a vu sur votre bateau, avec un enfant que depuis nous avons retrouvé égorgé, monsieur. Alors oui, je pense que possiblement, et même certainement, vous avez à voir avec ce meurtre. Mais il raconte n'importe quoi, ce témoin que vous dites. Il raconte peut-être n'importe quoi, mais le soir même, les deux dorment à la prison des Madelonnettes. Sauf que le lendemain, il faut les libérer et s'excuser. Parce que le gamin que le charretier a vu sur le bateau, il est vivant. Il est bien vivant. Il ressemble au cadavre, mais il se porte comme un chat. Retour à la case départ. 2 mois plus tard, on ne sait toujours pas comment s'appelle ce petit garçon. Et encore moins qui l'a égorgé. La suite de cette histoire se joue à Artigues, tout près de Bordeaux. Monsieur le maire, on a trouvé le cadavre d'une femme dans le ruisseau, en bas du chemin de l'Antogne, juste au-dessus de la crête. Il faut que vous veniez. Le maire prévient les gendarmes, et les voilà tous sur les lieux du crime. Le spectacle est terrifiant. Le corps gît dans une grande flaque d'eau, et il est défiguré, comme si on avait voulu le rendre méconnaissable. Le visage est zébré de coups de couteau ou de rasoir. Des deux côtés, les tempes sont fracassées, et la mâchoire a priori est fracturée. Et cette femme a été égorgée. Égorgée d'un coup sec au niveau de la jugulaire. Ça. Vu les vêtements qu'elle porte, c'est pas une femme du pays, ça c'est sûr. Personne ne s'habille comme ça par chez nous. Là-dessus, 2 ou 3 paysans du coin se mettent à inspecter les alentours. Et à 20 mètres, 30 mètres maximum, ils tombent sur un deuxième cadavre. Une petite fille de 8 ou 9 ans. Elle aussi a été égorgée et quasi décapitée. Sa tête ne tient au corps que par un fil. Et sa tête, parlons-en. Elle aussi a les tempes fracassées et le nez cisaillé. Est-ce que c'est la fille de la dame retrouvée plus loin? Probablement, mais pas sûr. Ces deux-là ne sont pas du pays. Il va falloir les identifier. Et ça ne va pas être du gâteau. En attendant, les 2 cadavres sont transportés à la mairie et déposés dans la salle du conseil municipal. Blablabla, bla, 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 la nouvelle fait vite le tour du canton. Une femme et un enfant dans cet état-là, égorgés et défigurés, c'est pas banal. Et ça fait causer. Normal. Et j'ai envie de dire tant mieux. Car ayant appris la nouvelle, le propriétaire d'un hôtel du coin débarque au commissariat de police de son quartier. C'est rapport à ce qui s'est passé. La dame et l'enfant. Je crois que j'ai quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui peut vous intéresser. Ah bon? Allez-y, je vous écoute. J'ai un client qui est arrivé chez moi le jour du crime. Eh bien, il était, comment dire,
trouble. Trouble. C'est-à-dire trouble. Eh bien, le regard vague, comme égaré, perdu, étrange, quoi, très, très étrange. Et à son accent, je dirais que c'est quelqu'un du Béarn. J'en suis presque sûr. Un Béarnais. Vous voyez Jean Lassalle? Tout pareil. Alors je lui ai demandé ses papiers. Il n'en avait pas. Bon, je l'ai quand même amené jusqu'à sa chambre. Il est rentré. Il m'a claqué la porte au nez. Et puis donc la nuit passe. Et le lendemain matin, je ne le vois pas. Alors je me dis, il est peut-être arrivé malheur à ce monsieur. Et donc je monte jusqu'à la chambre. Et là j'entends du bruit dedans. Donc il est là. Et peut-être j'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même. Je me suis mis à regarder par le trou de la serrure. Et ce qu'il faisait, c'est à peine incroyable. Hein. Eh ben allez-y. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Eh ben il était en train de laver des vêtements de femme. Des vêtements qui étaient pleins de sang. Ni une ni deux, le commissaire file à l'hôtel et il déboule dans la chambre du Béarnais. Au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation. Et là, il tourne la tête. Il y a du sang partout. Le parquet, les meubles, les vêtements, tout dégouline de sang. Et sur le sol, une petite botte d'enfant. Les policiers pensent tout de suite à la petite retrouvée égorgée. Ils retournent la botte. Il en tombe des hannetons vivants. Elle les avait sans doute ramassés avant de se faire égorger, la pauvre. On trouve aussi dans la chambre, derrière la fosse des anses, autrement dit dans les chiottes, un marteau et un couteau. Les possibles armes du crime. L'oiseau s'appelle Pierre-Vincent Elissabidé. Et comme je veux pas d'histoire, je précise qu'il n'est pas béarnais. Il est basque, de Mauléon, dans la province de Soule. C'est pas loin du Béarn, mais c'est différent. On est plus près de Jean-Michel Apathy que de Jean Lassalle, vous voyez? Pour le nez, il n'y a pas de différence. Mais pour l'accent, c'est pas tout à fait pareil. Et donc voilà le basque face au procureur du roi. Votre nom, donc, c'est Elissabidé, c'est cela? Oui, monsieur le procureur. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Et que faites-vous comme métier? Je suis professeur dans une école de la rue Richelieu, à Paris. Professeur à Paris. Tiens. Et que faites-vous ici? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais tout vous dire. Tout ce qui s'est passé. Donnez-moi une feuille de papier. Merci. Je vais tout vous écrire, le plus précisément possible. Et il se met à écrire. Et il redemande du papier plusieurs fois. Il a des choses à raconter, manifestement, monsieur Elissabidé. Il noircit consciencieusement du papier pendant 2 heures. Remarquez, c'est un professeur. Il sait écrire. Et à la fin, le basque tend ses confessions écrites au procureur. Il balaye le texte des yeux. Oh, il raconte 3 meurtres. Pas 2, 3. Il a tué la femme et la petite fille retrouvées à Artigues, mais pas que. Il a aussi tué un petit garçon à Paris. Si je comprends bien, monsieur Elissabidé, c'est ça, Elissabidé. Les 3 victimes sont donc de la même famille. C'est cela? Parfaitement, monsieur le procureur. La femme s'appelle Marie-Anisa, dont la petite c'est sa fille, Mathilde, et le petit garçon que j'ai tué à Paris, c'est son fils, Joseph. D'accord. Et ils étaient de vos connaissances ou vous les avez rencontrés fortuitement? Auquel cas je ne comprends pas pourquoi et comment vous en avez tué un à Paris et 2 autres près de Bordeaux. Je les connaissais tous les 3. Et puis je vous demandais pourquoi vous les avez tués. Lisez le texte, monsieur le procureur. Tout est écrit. Tout est écrit dedans. Tout est expliqué.
Et donc le procureur se met à lire. Les confessions de ce Basque sont vertigineuses. Et je vous le dis tout de suite, les raisons de ce triple meurtre n'ont rien à voir avec le sexe, et pas non plus avec l'argent, qui sont, comme vous le savez, les deux moteurs essentiels du crime. Dans cette affaire, a priori, il s'agit d'honneur, de fierté, d'orgueil. Pour comprendre ce qui a amené cet homme orgueilleux à massacrer une mère et ses 2 enfants, il faut comme toujours commencer par le début, le tout début. Pierre-Vincent Elisabidé naît en 1810 à Mauléon, au pied des Pyrénées. Un gros bourg de 1000 habitants à l'époque, très reculé. Ses parents ne sont pas riches et ce ne sont pas non plus des intellectuels. Mais très vite, il flaire que Pierre-Vincent a du potentiel. Il est vif. Il s'intéresse à tout, il apprend vite, il a soif d'apprendre, beaucoup plus que ses 4 frères et sœurs. Eh bien, on a bien de la chance de l'avoir, cet enfant, bien de la chance, Et tant pis s'il faut qu'on se saigne, mais on va en faire quelqu'un, on va en faire quelqu'un, Pierre-Vincent est très vite premier de sa classe, et même premier de son école. Et la suite, ma foi, colle avec l'époque. Les parents le mettent dans les mains des curés. Direction le séminaire d'Oloron, où il se fait remarquer par l'évêque en personne, Monseigneur d'Astre. « Jeune homme, vos résultats scolaires sont excellents. Et à ce titre, je suis fier de vous remettre ce livre, Une vie de grand homme. » Un grand homme, c'est justement ce qu'il veut être, Pierre-Vincent. Dans la foulée, il se met à prendre des cours de philosophie avec un curé du village d'à côté. Et le curé, subjugué par son potentiel, lui obtient une demi-bourse pour l'inscrire au séminaire de Bétarame. C'est joué d'avance. Il sera prêtre. Et d'ailleurs, après Bétarame, le voilà au séminaire de Bayonne où il apprend la théologie. Sauf que lui, ça ne lui suffit pas d'être curé. D'abord, ça l'obligerait à se mettre la bistouquette sur l'oreille et honnêtement, il n'en a pas envie. Et surtout, il est convaincu qu'il vaut mieux que ça, beaucoup mieux. D'autant que maintenant, il a un bagage intellectuel, il connaît la littérature, il connaît la philosophie, il a appris le latin. Je veux être professeur, et je serai professeur. Sauf que ça ne se décrète pas. Pierre-Vincent reste malgré tout un enfant de la montagne, avec un accent basque à couper au couteau. Alors au début, il se contente d'être précepteur particulier dans de riches familles de Bordeaux. Mais ça ne colle toujours pas avec ses ambitions. En attendant, il consent à être directeur d'une école primaire, à l'Estelle, pas très loin de Mauléon où il est né. C'est honorable, c'est quelqu'un d'important, un directeur d'école, dans ces années-là. Et puis il a droit à un logement de fonction. Il vit bien. Au village, on l'appelle Monsieur le directeur. Et on enlève le béret pour le saluer. Mais Pierre-Vincent n'a toujours pas envie de s'arrêter là. Il pense toujours qu'il vaut mieux que ça. Alors au bout de 3 ans, il démissionne. Et ça se passe quelques mois avant le triple crime. Mais qu'allez-vous faire, monsieur le directeur ? Je vais aller à Paris. C'est à Paris que ça se passe. Et effectivement, sur le papier, c'est à Paris que ça se passe. À Paris où il rêve d'enseigner la langue française et le latin. Rêve, mon garçon, rêve. Le rêve, c'est le moteur de la réussite. Et si vous n'avez pas de rêve à accomplir, alors pour les ambitieux comme lui, c'est la fin de tout. Le début d'une vie pépère, mais figée, cristallisée, avec pour seul objectif raisonnable, la retraite. Vous noterez que rien de tout ça n'explique que dans quelques mois, Pierre-Vincent Elisabidé va tuer 3 fois. Patience, vous comprendrez bientôt. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Pendant ces années d'errance au Pays Basque, quand il était question qu'il devienne curé et rêvait d'être professeur, Pierre-Vincent a rencontré une femme, une veuve, la mère de l'un de ses élèves, Marie Anisa.
C'est elle qui l'a quasi décapité, elle et ses 2 enfants. Et c'est maintenant que vous allez comprendre. Au moment où il grimpe dans la diligence pour la capitale, Pierre-Vincent Elisabidé fait une promesse à sa chérie. Chère Marie, dès que je suis bien installé à Paris, dans un bel appartement, je vous fais venir tous les 3, toi, Joseph et Mathilde. Et nous nous marierons. C'est promis, Marie. Et nous aurons une belle vie. Laisse-moi juste le temps de m'installer à Paris. D'accord. N'oublie pas que tu m'as promis de faire venir près de toi au plus vite mon petit Joseph, pour qu'il reçoive une bonne éducation. Il n'a pas de père, le pauvre. Et je suis vraiment heureuse que tu acceptes de le protéger. Je le ferai venir dès que je serai bien installé. Et vous, toi et Mathilde, vous le suivrez au plus vite. Au revoir, ma tendre Marie. Au revoir, Joseph. Et à très vite, hein. Au revoir, ma petite Mathilde. Et il monte dans la diligence. Et il arrive à Paris. Mais ça ne se passe pas du tout comme il l'imaginait. Avec son accent de Basque des montagnes, personne ne l'embauche comme professeur. Il doit trouver des cours particuliers. Et il n'est pas le seul. En quelques semaines, il se retrouve sur la paille. Il n'a pas les moyens de faire venir le petit Joseph et de le prendre en charge, dignement. Et encore moins les moyens de faire venir Marie et la petite Mathilde. Mais bien sûr, ça n'est pas ce qu'il lui écrit dans ses lettres. Dans ses courriers à Marie, il dit « Tout va bien, Paris est une ville magnifique. Tu verras, Marie, on sera heureux ici. » Il ment. Et c'est le piège du mensonge qui va lentement se refermer. Chère Marie, mes rêves sont en train de se réaliser. On m'a demandé de bâtir une école importante et je suis maintenant correctement installé et prêt à accueillir le petit Joseph chez moi pour lui donner la meilleure éducation et l'inscrire dans les meilleures écoles. Mets-le au plus vite dans une diligence pour Paris. J'irai le chercher à son arrivée. Une fois Joseph ici, je trouverai 1000 superbes raisons pour vous établir, toi et Mathilde, à Paris. Tu y seras reçu dans mes bras, tu seras ma moitié, mon conseil, mon aide. Et voilà Joseph, du haut de ses 10 ans, en route pour la capitale. Il en a pour 3 jours de voyage. Mais qu'importe, il a des étoiles plein les yeux, Joseph. Il a trouvé un nouveau père. La vie sera belle, désormais. Rêve, mon petit Joseph. Rêve. Quand Joseph arrive à Paris, Pierre-Vincent est là, au pied de la diligence, pour l'accueillir. Mais il n'a nulle part où l'emmener. Juste une soupente misérable dans laquelle il ne peut pas décemment accueillir le petit garçon. Il est coincé. Il est au pied du mur. Rocher! Allez, viens, mon Joseph. On va aller chez moi. Hein, tu verras. On y sera très bien. Allez, monte. Rocher! Amenez-nous à la Villette. Il n'habite pas à la Villette. La Villette, c'est l'endroit où il a prévu de tuer Joseph, pour qu'il ne voie pas à quel point il vit dans la misère, pour qu'il ne dise pas à sa mère « il nous a menti, il est pauvre ». Il veut le tuer pour ne pas avoir à affronter sa réalité, parce qu'il est fier, parce qu'il est démesurément orgueilleux. Arrivé près du canal, l'enfant descend pour faire ses besoins dans un fossé. Il le suit, et froidement, il lui tranche le cou avec un rasoir.
À partir du moment où il a tué le petit Joseph, Pierre-Vincent Elisabidé se retrouve dans une impasse. Qu'est-ce qu'il peut dire, Marie? J'ai tué Joseph, mais je t'aime. Non, bien sûr. Et de toute façon, il n'a pas les moyens de l'accueillir avec sa fille à Paris. Alors il lui écrit pour l'inviter à le rejoindre à Bordeaux. Venez donc vite, délicieuse menteuse, faites vos paquets et ne parlez de votre départ qu'à aussi peu de monde que possible. Car mes nobles parents, s'ils venaient à avoir connaissance des lettres que vous seriez obligés de montrer, pourraient se formaliser de ce que je suis tant occupé d'une étrangère pendant que je les laisse souffrir. Joseph est très bien portant, il est déjà au fait des belles choses de Paris et paraît ne pas devoir s'y ennuyer du tout. Son écriture est belle, nous pourrons en faire d'abord un joli commis. Je suis content de son application et de sa conduite, quoique sa tête soit toujours un peu légère. Là, permettez-moi de faire une pause dans la lecture de cette lettre. Il a égorgé Joseph et il écrit à sa maman, quoique sa tête soit un peu légère. C'est pervers, c'est très pervers. Poursuivons la lecture. Joseph vous aurait écrit une ligne, mais bientôt il vous embrassera, ce qui vaudra beaucoup mieux. Je suis très content de lui, il s'applique, il deviendra un homme. Je crois qu'il grandit et engraisse, il connaît aujourd'hui mieux que moi le quartier. À ce moment-là, il sait qu'il va les tuer toutes les deux. Les tuer, plutôt que de leur dire « Je suis désolé, je me suis trompé, je n'ai pas le succès que j'espérais ». L'orgueil, encore l'orgueil, toujours l'orgueil. Et pourquoi avez-vous à ce point défiguré les cadavres? Eh bien, pour qu'on ne les reconnaisse pas, bien entendu. Et que par elles, on puisse remonter jusqu'à moi. Et pour que personne ne sache rien, ni de mon crime, ni de ma misère, ni de mon échec. Et pourquoi avoir apporté ces vêtements tachés de sang dans votre chambre d'hôtel pour les laver? Eh bien, pour qu'on ne les reconnaisse pas non plus par leurs vêtements. L'assassinat du jeune Joseph. Diriez-vous que vous l'avez prémédité? Que lorsque sa mère l'a fait monter dans la diligence à Pau, vous aviez déjà pour projet de le tuer? Il dit non. Mais après quelques jours d'interrogatoire, on finit par comprendre qu'il est allé acheter un marteau quelques jours plus tôt, en sachant inévitablement à quoi il allait servir. C'est-à-dire à fracasser la tête du petit garçon avant de l'égorger avec un rasoir. Pierre-Vincent Elisabidé est jugé en septembre 1840 devant la cour d'assises de la Gironde à Bordeaux. Monsieur Elisabidé, levez-vous, je vous prie. Vous venez d'entendre la lecture par monsieur le greffier de l'acte d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir, dans la nuit du 15 mars dernier, donné la mort à Joseph Anisa, et dans celle du 9 mai d'avoir également donné la mort à Marie Anisa et à sa fille Mathilde. Ces 3 crimes, commis avec préméditation. Convenez-vous les avoir tués? Oui, sans doute, comme je vous l'ai dit. Vous continuez à soutenir que vous n'avez pas fait venir le petit Joseph Anisa pour le tuer? La détermination d'en finir avec l'enfant m'est venue que 10 minutes avant de le tuer. Nous nous demandons par ailleurs, monsieur Elisabidé, si dans ce triple assassinat, il n'y avait pas aussi des motifs financiers. Ainsi, Joseph Anisa avait 100 francs sur lui quand vous l'avez tué. Qu'avez-vous fait de cet argent? Je m'en suis servi.
Et quand Marie-Anisa a été tuée, elle avait de l'argent sur elle. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai gardé. Il était à moi comme à elle. On fait ensuite venir à la barre un aliéniste, un psychiatre, dirait-on aujourd'hui, le docteur Desgranges-Bonnet. Cet homme est-il fou, docteur? Ah non. Non, il ne l'est pas. Alors, indépendamment de la folie, y a-t-il chez certains des propensions qui les entraînent d'une manière irrésistible vers le suicide ou vers le meurtre, par exemple? Oui, cela est vrai. Il y a des gens qui ont en quelque sorte la maladie de tuer. C'est un mal qui afflige l'humanité depuis toujours. Peut-on dire pour autant, docteur, qu'au regard de cette propension, il faut excuser ces gens pour les crimes qu'ils commettent? Non, bien entendu. Cet homme a la maladie de tuer, mais ça ne constitue pas une excuse. Débat très intéressant. Elissa Bidet a tué 3 fois, et à chaque fois avec beaucoup de sang-froid. Depuis son arrestation, il ne manifeste aucun remords. On dirait aujourd'hui que c'est un psychopathe. Mais en 1840, c'est un malade de tuer. Et ça n'est pas une excuse, ni au milieu du 19e siècle, ni aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'avocat général ne veut pas entendre parler de démence. Ces meurtres étaient combinés, et leur préparation dénote un froid calcul qui exclut toute idée d'aberration. Alors, quels sont les motifs qui ont pu porter l'accusé à de pareils forfaits? Eh bien d'abord, je crois, un horrible excès d'orgueil. Après avoir vanté sa position, il a mieux aimé tuer ceux qui s'étaient engagés à protéger que de leur faire part de sa misère. Et ensuite, après avoir tué, il a dépouillé ses victimes comme un assassin vulgaire. Je vous enjoins à une application sévère de la loi qui, pour pareil crime, prévoit la peine capitale. Les jurés délibèrent en moins de 35 minutes. En application des articles 296, 304 et 12 du Code pénal, la Cour, après en avoir délibéré, déclare Elissa Bidet Pierre Vincent coupable de 3 assassinats et le condamne à la peine de mort. Un mois plus tard, au petit matin, le greffier de la cour d'assises va le voir dans sa cellule. Elissa Bidet, votre pourvoi a été rejeté. Tenez-vous prêt. On le conduit d'abord à la chapelle, il y reste presque 1 heure. Elissa Bidet, c'est maintenant, venez. En passant près du bénitier, il prend un peu d'eau. Il fait un signe de croix et une génuflexion. Et puis il s'avance vers l'échafaud. Le directeur est à ses côtés et lui, il récite des prières. Il gravit seul les marches qui montent jusqu'à la guillotine. Arrivé en haut, il se retourne, il embrasse son confesseur et il embrasse le Christ sur la croix que lui tend l'abbé. Il engage sa tête sous la lame et 1 seconde après, sa tête tombe. On jette son cadavre dans la fosse destinée aux suppliciés, mais on conserve sa tête pour des études anatomiques. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.